Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par le sommaire. Un seul titre dans ce journal, 25 mars 2012, 25 mars 2013, voilà un an que le président Macky Sall a été porté à la tête du Sénégal. Dans ce journal, retour sur cette élection, le bilan de cette première année, la réaction des parlementaires, la trajectoire de l'homme et zoom sur ces lieux symboliques de cette élection, le Radisson et le siège de l'APR. Ce premier anniversaire a été toutefois endeuillé par la perte d'une grande figure du monde lébou et du Sénégal, le grand Serigne Bassirou Diagne Marème Diop, décédé ce matin. Je vous le dis donc tantôt, El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop, grand Serigne de Dakar, s'est éteint ce jour. Homme d'ouverture, médiateur social, il s'était fortement impliqué dans la régulation sociale. Voici une évocation de cette grande figure culturelle et sociale, une évocation signée Ahmed Bachir Kounta. El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop était l'un des derniers représentants de dignitaires charismatiques, incarnation des vertus que toutes les communautés attendent de ceux qui ont le redoutable honneur de les diriger. De 1985, date de son élection au poste de Grand Serigne, dans un contexte de tension au sein de la collectivité lébou, à sa mort ce jour 25 mars, El Hadj Bassirou Diagne, homme de défi, a mené un combat sans répit contre les préjugés. Ainsi, pendant près de 3 décennies, a-t-il chevaleresquement défendu les traditions dont il était le digne dépositaire. Mais en amont et en aval de sa fonction traditionnelle, il y avait les qualités de cœur et d'esprit de l'homme. D'un agréable commerce, son urbanité et sa générosité avaient fait d'El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop une attraction quotidienne d'une multitude en quête de conseils utiles, de réconfort moral ou du geste libérateur. Sa riche expérience de la vie, son intelligence et sa délicatesse l'avaient désigné dans le rôle de médiateur social. Combien de fois a-t-il pesé de tout son poids pour désamorcer des situations conflictuelles, sociales ou religieuses? Lébou de souche et de culture, El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop, qui s'est éteint à l'âge de 85 ans, vouait naturellement un amour presque charnel à la terre de ses ancêtres. Avec lui, la région traditionnelle du Cap-Vert perd un géant qui a fortement marqué l'histoire contemporaine de la collectivité lébou. Dès qu'il a appris la nouvelle, le président Macky Sall, en mission à l'étranger, a tenu à marquer sa sympathie en dépêchant auprès de la famille de l'illustre disparu les membres de son cabinet, conduits par le ministre d'État Mor Ngom et plusieurs autres hauts responsables de l'État, dont Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Les obsèques du Grand Serigne de Dakar, El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop, auront lieu demain mardi 26 mars. La levée du corps, qui aura lieu à 10 h à l'hôpital principal, sera suivie de la prière mortuaire à la Zawiya de Dakar avant l'inhumation à la nécropole de Yoff. L'homme est d'une dimension exceptionnelle. El Hadj Bassirou Diagne Marème Diop, ancien chef suprême de la collectivité lébou, et rappelé à Dieu à la zone B, la maison mortuaire a refusé du monde. Les politiques et les religions ont apprécié la dimension sociale de l'homme qui était aussi un médiateur politique. Nous y reviendrons d'ici la fin du journal avec Abbas Sow. C'était il y a un an, le 25 mars 2012, le Sénégal entrait de nouveau dans l'histoire avec une deuxième alternance démocratique. À l'issue d'un scrutin calme, les citoyens ont porté leur choix sur Macky Sall, mettant ainsi fin à 12 années de règne libéral. Oumar Nying nous replonge dans l'ambiance d'une journée mémorable. La nuit a été longue ce jour-là. Une grande joie, un immense espoir d'un peuple qui venait de donner une nouvelle leçon de démocratie. Une deuxième alternance qui consacre l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est qu'en effet l'aspiration au changement était réelle. En témoigne la mobilisation des citoyens dès les premières heures de la matinée devant les bureaux de vote, dans le calme et la sérénité. Attitude saluée par les deux candidats en lice et les observateurs déployés en grand nombre.
Une atmosphère qui va se poursuivre jusqu'à la publication des premières tendances en début de soirée. Et au fur et à mesure que les résultats tombent, le candidat Sall creuse l'écart. Il ne sera jamais rattrapé par son rival Abdoulaye Wade. Conscient que les dés sont jetés, le candidat sortant appelle son ancien Premier ministre pour le féliciter. La rue est en liesse, une nouvelle ère commence. Celle d'un président né après les indépendances, assis sur une légitimité jamais égalée dans l'histoire politique du Sénégal. Ce 25 mars 2013 marque donc l'an 1 de l'action de Macky Sall à la magistrature suprême. Le chef d'État, au départ, a souligné la nécessité d'une gestion vertueuse et transparente. Le 4e président du Sénégal a multiplié les initiatives, surtout au plan social, pour répondre à l'attente des populations assez exigeantes, nous dit Dahaba. Macky Sall au palais de la République. Une fois installé, le président élu s'attaque à l'une de ses promesses électorales. La réduction des denrées de première nécessité. À l'issue d'un conseil interministériel suivi de concertation, une nouvelle grille des prix de ces produits a été publiée. Pour améliorer davantage les conditions de vie des populations, l'État maintient la subvention sur le prix de l'électricité, appuie la campagne agricole. Le monde paysan a reçu une enveloppe de 34 milliards, dont la moitié est destinée aux semences en plus des équipements. Cerise sur le gâteau, les salariés, depuis janvier dernier, ont eu une hausse de leurs revenus du fait de la baisse de l'impôt sur les salaires. 29 milliards par an pour relever le pouvoir d'achat des travailleurs. Parallèlement, certains fournisseurs de l'État commencent à rentrer dans leurs fonds. Des efforts à hauteur de 250 milliards pour le paiement d'une dette intérieure. Elle se chiffrait à plus de 500 milliards au début du mandat de Macky Sall. Le chef de l'État, dans la gestion des inondations, avait mobilisé quelques 800 millions pour le plan Orsec, déclenché fin août 2012. La visite du président de la République dans les zones sinistrées aboutit création d'un département ministériel prenant en charge la restructuration et l'aménagement de ces zones. Dans un souci de proximité avec les populations, les conseils des ministres sont décentralisés. À ce jour, 6 régions ont reçu le gouvernement. L'objectif dès le départ avait été identifié par le président de la République: décentralisation et déconcentration. À la 3e réunion à Ziguinchor, la mise en œuvre du concept de territorialisation a été relancée, puis repris dans le lancement de l'acte 3 de la décentralisation par le chef de l'État. La bourse de sécurité alimentaire et la couverture médicale universelle bénéficient d'une enveloppe de 10 milliards de nos francs, déjà budgétisés, mais la mise en œuvre rencontre quelques lenteurs. Autre secteur pour lequel le candidat Macky Sall avait fait des promesses, l'emploi des jeunes. La phase de dépôt des candidatures a été lancée pour recruter plus de 5000 nouveaux agents dans la fonction publique. Au plan économique, de nouveaux instruments ont été mis en place pour financer le développement. Le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP. Des financements innovants pour une gouvernance modèle, là aussi, des mesures de haute portée symbolique prises par le président de la République. La symbolique de l'an 1 de Macky Sall, c'est aussi la levée des couleurs. Le chef de l'État, par une telle approche, veut restaurer les valeurs civiques fondamentales. Depuis février dernier, le premier lundi de chaque mois, une cérémonie de levée des couleurs est organisée au palais présidentiel. Le Yoonu Yokkute, vous le savez, c'est le programme du président Macky Sall, un programme phare axé sur des piliers comme l'économie, l'agriculture, la santé, la création d'emplois. Retour sur ces éléments clés avec Pape Biram Biguenyaï. Le président de tous les Sénégalais. Le souci du social. Le mot est lâché, la volonté politique affichée. Jamais la demande n'a été aussi forte que l'offre. Jamais la priorité n'a été aussi grande. Et l'urgence devenue pressante. Lendemain de victoire éclatante, le programme Yoonu Yokkute du président de la République se met en place. Les premières actions sont visibles par ordre de priorité. En notant record, c'est la baisse des denrées de première nécessité. Le riz, le sucre et l'huile, entre autres, deviennent plus accessibles et beaucoup plus à la portée des populations. La mesure est salutaire, les premiers axes d'un changement profond se dessinent, l'espoir au nez. Une véritable bouffée d'oxygène.
Autre grande mesure qui redonne le sourire à la jeunesse. 500 000 emplois prévus en 5 ans. Un premier mandat sous le signe d'une percée des jeunes pour un mieux-être, l'accès à une vie décente, l'amélioration du vécu de la jeunesse sénégalaise. Bref, faire bénéficier à la plus grande frange de la population les fruits d'une croissance qui s'accélère avec une volonté politique réaffirmée. Une ère nouvelle commence pour le Sénégal. La bonne nouvelle, c'est aussi pour les travailleurs. Avec une vaste révolution en passe de faire le bonheur de la population active, la baisse de la fiscalité sur les salaires en 2013, l'idée séduit et le projet fait rêver. On rêve qu'il sera bientôt une réalité, la couverture maladie. Il n'y aura plus de discrimination dans l'accès aux soins de santé. Chaque Sénégalais y aura droit, quelle que soit sa condition et son niveau de vie. Qu'il ait les moyens ou pas de se soigner, l'État mettra en place son mécanisme pour assurer la prise en charge maladie du citoyen sénégalais. Ensemble, nous allons rapidement nous atteler au travail. 4 points essentiels, 4 priorités, un objectif. Faire du social en mode de gouvernance pour répondre aux besoins des populations. Le peuple est à l'écoute, l'État va agir. L'initiative pour un rassemblement patriotique est la nouvelle coalition mise en place par l'opposition composée du PSD, de André Diop, de Decroix, du PDS, d'Antbi et d'autres partis de l'opposition. Cette coalition entend s'unir pour apporter des solutions aux Sénégalais face à la presse. Elle a également fait le bilan d'une année de gestion de président Macky Sall. Cher Bambagay. Dorénavant, l'opposition avec à sa tête le PDS va se mouvoir dans cette nouvelle coalition dénommée Initiative pour un rassemblement patriotique Bolo Taxawu Askan Wi. Et pour prendre date avec l'histoire, elle a choisi ce 25 mars en 1 de l'accession au pouvoir de Macky Sall pour imprimer une nouvelle manière de partir à l'assaut du suffrage des Sénégalais. Et déjà, l'IRP tire un bilan d'étape de l'actuel gouvernement. La vie continue de coûter cher. Par conséquent, ce qui est important en une année, c'est de voir est-ce que la direction elle est bonne ou pas bonne. J'ai dit que si les marchés de gré à gré avaient été divisés par 3, on aurait dit que la moralisation est en train de se poursuivre, la direction est bonne. Mais les marchés de gré à gré sont multipliés par 3. Ça aussi, c'est une direction, il faut l'indiquer. Les concepteurs de l'initiative pour un rassemblement patriotique affirment vouloir privilégier l'unité au service de l'intérêt général. Et l'esprit de cette coalition ne met pas en avant un homme, mais une osmose des actions, selon Mamadou Diop Decroix et ses camarades. Il faut aussi faire le bilan des coalitions. Nous allons nous retrouver, pour ce qui nous concerne, autour des préoccupations. J'ai dit que partout où le peuple se bat, on nous verra. Partout où le peuple exprime des préoccupations, on nous verra. Et c'est la raison pour laquelle les partis que nous constituons aujourd'hui, les partis de l'opposition, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de nous retrouver. Déjà, la nouvelle coalition dans laquelle l'opposition entend se battre prépare les prochaines joutes électorales, à savoir les locales. Et sur les questions afférentes aux biens mal acquis et les audits, l'IRP réclame une indépendance de la justice pour une procédure apaisée. 25 mars 2012, 25 mars 2013, un an que le président Macky Sall accède au pouvoir avec un score de 65% face à son adversaire Abdoulaye Wade. N'est-il pas trop tôt pour parler d'un bilan? Entre le cap que s'est fixé la majorité et les positions de l'opposition, on assiste à un véritable dialogue de sourds, dit Amadou Aramtiam. 25 mars 2013, nous sommes loin des premiers jours de la deuxième alternance. Nous sommes aussi loin de l'euphorie du militantisme effervescent et du cadre du Radisson Blu, témoin de la manifestation des premières heures d'exercice du pouvoir du président Macky Sall. Après seulement un an de magistère, est-il indiqué de parler de bilan? Vous comprenez bien qu'il est difficile de faire le bilan. Toutefois, on peut effectivement réfléchir sur le chemin que nous avons parcouru. D'abord, je voudrais rappeler, ce n'est pas pour accabler les libéraux que nous avons hérité d'une situation extrêmement difficile. Une situation qui résulte de 12 ans de népotisme, de malgouvernance, de détournement de deniers publics, qui ont fini par abîmer complètement le Sénégal.
Si du côté de la majorité, l'optimisme est de mise, pour ceux d'en face, c'est un pessimisme béat. Depuis qu'ils sont là, il n'y a que de la théorie. On nous parle d'audit, on nous parle d'emploi des jeunes, mais je me dis qu'on en suffit pour que les Sénégalais puissent savoir où est-ce qu'ils sont en train de mener ce pays. Le climat social est tendu dans le pays, de même que le climat politique. Entre le pouvoir et l'opposition, il n'y a pas de dialogue. Entre le pouvoir et l'opposition, il n'y a pas de discussion. Cependant, les autorités sont conscientes de leurs responsabilités, les défis sont nombreux et les solutions urgentes. Le cap que se donne le président de la République, c'est tout à fait simple. C'est qu'en 2017, que les Sénégalais puissent dire qu'ils vivent mieux en 2017 qu'en 2012. 2017 est si proche et si loin, mais offre un temps assez confortable pour la réalisation des priorités. Priorités qui sont aujourd'hui le cheval de bataille de Macky Sall, un président qui s'est engagé à l'heure du bilan de regarder son peuple dans les yeux. Benno Bokk Yakaar, c'est le nom de la coalition qui a porté Macky Sall au pouvoir. Entre cette structure politique et les leaders de l'APR depuis le 23 mars 2012, c'est une histoire d'amour. Dans le gouvernement comme à l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yakaar est aux côtés du président de la République. Retour ce compagnonnage avec Maman Moussagnan. Jusque-là, le Benno Siggil Sénégal faisait fureur. Cette coalition regroupait les principales forces de l'opposition. Jusqu'au moment où le Sénégal en arriva à ce jour historique que certains observateurs ont appelé le jour où le Sénégal a failli basculer. C'était le 23 juin 2011. Ce jour-là, les députés du peuple examinaient le texte de loi instituant l'élection simultanée au suffrage universel d'un président et d'un vice-président de la République. Pas à ma constitution, le slogan qui a fédéré les partis politiques et mouvements de la société civile, ce jour-là va se muer en M23 avant de générer le Benno Bokk Yakaar, une grande machine politique dans laquelle siègent de grands partis politiques à l'image du PS, de l'AFP, de la LDMPT, du PIT. Dans cette mouvance, l'opposition attaque les élections à partir des recommandations des assises du Sénégal. La structure déroule ses stratégies pour faire tomber le pape d'Issopi. En direction de la présidentielle de 2012, Benno Bokk Yakaar et Macky 2012 se croisent ce chemin. Au premier tour, la cible est la même. Agissant séparément, les partis de l'opposition font tituber le baobab avec en pôle position Macky Sall, celui-là même qui a porté le flambeau pour le grand combat du 25 mars 2012 pour remporter une victoire éclatante face à Maître Abdoulaye Wade. Une victoire d'une coalition de tous les espoirs Benno Bokk Yakaar. Ce soir-là, le Benno, autrefois ensemble, a encore prouvé que l'union fait la force. Le gouvernement constitué, le Benno et Macky s'attaquent aux législatives. Là aussi, les résultats positifs ont permis au président de la République d'avoir une forte majorité à l'Assemblée nationale. Depuis lors, Benno Bokk Yakaar soutient son président et poursuit son plan d'action pour le redressement de la situation socio-économique du Sénégal. En attendant de revenir sur la trajectoire de l'homme et sur les lieux symboliques de cette élection, le Radisson et le siège de l'APR, nous nous rendrons à présent à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie qui abrite la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMVS. Il s'agira, après la 48e année d'existence, de faire un bilan d'étape, mais surtout de pérenniser les acquis, comme les programmes, entre autres, d'autosuffisance alimentaire et la préservation de l'écosystème. Envoyés spéciaux à Nouakchott, Youssou Sagna, Khadi Touré et Khadi Kane Nongo. Il y a 41 ans, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créée en Mauritanie. La 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Nouakchott va permettre de faire le bilan de l'organisation qui a parcouru un long chemin. Les pays membres de l'UMVS ont décidé d'organiser des concertations permanentes pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. La région sahélo-saharienne est aujourd'hui secouée par des défis sécuritaires, environnementaux et sociaux majeurs, exigeant de nos États une concertation permanente et une collaboration étroite pour prémunir nos populations contre les dangers du terrorisme, du trafic de drogue et du crime organisé. Notre organisation sous-régionale, l'OMVS, est en mesure de jouer un rôle prépondérant dans des domaines clés comme l'addiction à grande échelle d'eau potable et l'électrification des villes et des villages, le transport fluvial, en plus
naturellement de la promotion de l'irrigation et de la mécanisation agricole. En plus de faire l'état des lieux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS compte redynamiser ces structures et promouvoir des programmes au service des populations. Si l'eau, source de vie, a pu être ailleurs un facteur de tension et de conflit, il est heureux en ce qui nous concerne que nous ayons su faire par la solidarité et le partage un trait d'union fécond, un lien fédérateur, porteur de paix et de progrès. De chacune de ces deux rives, le Sénégal est assurément, et il faut s'en réjouir, un long fleuve au cours tranquille, où s'harmonisent des traditions ancestrales d'échanges et de rencontres qui rythment la vie au quotidien. Ce précieux legs des anciens met à notre charge la mission historique de l'enrichir et de le diversifier pour le bien-être des générations actuelles et en viatique pour les générations futures. Forte de sa solide expérience, notre organisation a capitalisé d'importantes réalisations marquées ces dernières années par le lancement des travaux du barrage de Fellou, la naissance de la société de gestion de la navigation et le démarrage du programme santé de l'OMVS pour tenir compte des effets liés aux activités hydriques. S'y ajoutent les appuis aux associations féminines dans le secteur de la pêche, ainsi que les actions de protection des berges et des sols dans le souci de préserver l'environnement. L'OMVS a pour mission de réaliser l'objectif d'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et partant de la sous-région de sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée. Nous avons parcouru un chemin non négligeable dans la construction de notre ambition collective pour cet immense bassin fluvial de 300 000 km² et de 14 millions d'habitants environ. Des villes et des villages entiers reçoivent désormais l'électricité produite par les barrages réalisés par l'OMVS. L'agriculture sécurisée voit le jour dans les casiers aménagés, contribuant à la stratégie de souveraineté alimentaire qui doit être notre objectif commun. Nous avons également un portefeuille de projets structurants bénéfiques pour chacun de nos pays et pour l'ensemble sous-régional que nous voulons bâtir conformément à la vocation initiale de l'OMVS. L'OMVS a été créé au départ par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal pour un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal. La Guinée-Conakry, qui dispose de l'essentiel ressources du fleuve Sénégal, a rejoint l'OMVS en mars 2006, une absence regrettée par le président Alpha Condé. Je dois dire tout le regret que nous avons ressenti face à l'absence pendant plusieurs années de la Guinée au sein de cette organisation, absence due aux vicissitudes de l'histoire. En effet, comment pourrait-on imaginer l'OMVS en la Guinée, sauf du fleuve Sénégal et de tant d'autres qui font de mon pays le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? À l'issue de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, le président sortant Djokounda Traoré va céder son fauteuil à un autre chef d'État, membre de l'OMVS. Un nouveau haut commissaire de l'organisation sera également élu. C'est déjà fait. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a un nouveau haut commissaire. Il s'agit du Guinéen Cabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée. Un poste de haut commissaire adjoint a été créé. Il sera assuré par le Malien Marimantra Diarra. Quant à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, elle sera assurée par la Mauritanie. Le Conseil des ministres de l'OMVS a un nouveau patron. Il s'agit du ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali. Autre décision prise à l'issue de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS.
Le Sénégal occupe le poste de président du conseil d'administration de la SOGEM, la direction générale de la SOGED, et enfin la présidence du conseil d'administration de la SOGENAV. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS aura lieu à Conakry, c'est dans la République guinéenne. Les chefs d'État des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ont été donc hier les hôtes à dîner du président de la République islamique de Mauritanie, soirée au cours de laquelle le riche patrimoine musical de Mauritanie a été servi aux invités. Envoyé spécial Khadikan Ndongo. La Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée ne partagent pas seulement le fleuve Sénégal. Ces pays ont aussi la culture musicale en commun. Au cours du dîner offert aux chefs d'État venus prendre part à la 15e conférence de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les autorités et autres personnalités ont savouré cette belle musique mauritanienne. Ils ont chanté en arabe, en pulaar, mais aussi en soninké, comme pour dire qu'entre ces pays membres de l'OMVS, il n'y a pas de barrière linguistique. Tout au long de la soirée, les grands noms de la musique mauritanienne se sont succédés sur scène pour faire découvrir le riche patrimoine musical. Après la Mauritanie, retour au Sénégal. La 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse de l'archidiocèse de Dakar a vécu le village de Palmarin-Fakao, accueilli pendant 2 jours plusieurs milliers de jeunes catholiques venus de 3 régions de l'archidiocèse de Dakar. Cette année, le thème est tiré de l'évangile selon saint Matthieu. Allez, de toutes les nations, fête des disciples. Cette rencontre, coïncidant avec la fête des Rameaux, a aussi été l'occasion pour le cardinal Sarr de donner plusieurs enseignements aux enfants de son archidiocèse, nous dit Eric Niemadi. C'est une véritable ferveur religieuse qui s'est emparée du stade. Ces 15 000 jeunes des 5 doyennés de l'archidiocèse de Dakar n'ont pas faibli dans leur adoration de Dieu, malgré la durée du trajet et le mauvais état de la route qui mène à ces lieux. Voilà, alors nous allons arrêter maintenant. Arrivé à bord de cette calèche, le cardinal Sarr a reçu un accueil princier. Il a été suivi par cette pirogue transportée par les jeunes du douanier de la Petite Côte. Une prestation qui montre la richesse culturelle de cette contrée, mais elle rappelle aussi le début de l'évangélisation de Palmarin, un village aujourd'hui abrité par 90% de catholiques. Cette 28e édition des GMJ coïncide avec le dimanche des Rameaux. Au cours de cette messe solennelle, le prélat a livré plusieurs messages, des enseignements axés en général sur le thème de la présente édition, Allez de toutes les nations, faites des disciples. Pour faire des disciples de Jésus, il est indispensable de semer les graines de son évangile. Cet évangile qui est amour. Or, qui dit amour, dit don de soi. Qui dit amour, dit imitation de Jésus, car Jésus est l'amour par excellence. Galvanisé par la ferveur religieuse de cette assemblée, l'évêque de Dakar, chef de l'église de la Petite Côte, s'est fait le porte-parole des populations de cette contrée. Profitant de la présence des autorités administratives, il a répercuté les doléances des habitants de cette zone, touchée par l'érosion côtière et l'enclavement.
Après cette belle célébration eucharistique, le cardinal a procédé au lancement des prochaines Journées mondiales de la jeunesse nationale. À la suite de Dakar en 2009, Kaolack recevra les jeunes catholiques du Sénégal en 2014. Au cours de cette manifestation qui a réuni près de 16 000 jeunes de l'archidiocèse de Dakar, le cardinal Sarr a lancé un appel pour la sauvegarde de l'environnement. La situation de la dégradation du littoral en général et de la Petite Côte en particulier n'a pas laissé l'archevêque de Dakar insensible. Il a invité l'État à profiter de la disponibilité des jeunes catholiques pour l'exécution des différents projets de l'environnement. Un appel qui a trouvé une oreille attentive en la personne du ministre de la Jeunesse et qui a saisi cette occasion pour dévoiler les grands projets de l'État dans ce domaine. Écoutons le cardinal Sarr et Benoît Sambou au micro de Éric Nimati. Ce thème, foi et écologie, nous voulions, nous les évêques, vous rappeler que nous, chrétiens, nous devons être dans les premiers rangs du combat pour la protection de la nature. La nature est belle, mais fragile. Nous tous qui sommes venus de loin pour venir jusqu'à Palmarin, nous avons vraiment voyagé au milieu de la nature. Nous nous trouvons au milieu de la nature, mais la proximité de l'océan qui approche nous rappelle que notre nature terrestre est menacée. Nous avons lancé des appels aux chrétiens et en particulier à vous les jeunes, pour que vous soyez au premier rang du combat pour la protection de la nature. Je crois que c'est un message très très fort parce que c'est ce que nous souhaitons que les jeunes comprennent, que nous devons bâtir le Sénégal ensemble et nous avons choisi avec le président de la République Macky Sall d'agir avec et pour eux. Nous avons dans notre plan d'action élaboré un certain nombre de projets, notamment les journées d'action citoyenne, où nous souhaiterions une fois par mois mobiliser les Sénégalais autour d'une thématique. Et comme le cardinal l'a dit, ça peut être l'environnement, ça peut être le cadre de vie. En tout cas, mobiliser les citoyens dans des projets d'utilité publique que chaque Sénégalais puisse donner un peu de son temps donc, à la construction de sa nation. Mais pendant les vacances aussi, nous avons prévu d'organiser des camps d'utilité publique avec les jeunes qui sont dans les mouvements, avec les jeunes qui sont dans les quartiers, avec le mouvement Naetan, vraiment mobiliser les jeunes dans des camps où ils pourront venir travailler et apporter leur soutien aux populations qui souvent en ont besoin. Le ministre Benoît Sambou au JMJ. Ouverture de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Dakar ce matin. 19 affaires ont été inscrites au rôle. Elles sont relatives au meurtre, à l'assassinat, à infanticide, entre autres infractions. Elles sont au total 30 personnes accusées. Les lenteurs dans le traitement de certains dossiers ont été décriées par l'avocat général de la Cour, nous dit Ibrahim Ndong. Le trafic international de drogue constitue les 2 tiers des affaires inscrites à la Cour. Criminalisé en 2008 avec la loi Latif Gueye, le trafic de drogue, une infraction qui gagne du terrain. Conséquence, des lenteurs notoires sont constatées dans le traitement des dossiers. Déjà, l'affaire la plus ancienne pour cette session date de 2006. Un dossier de trafic de drogue, international de drogue, ouvert en janvier, l'instruction est finie en juillet 2012. Il se peut que ce dossier puisse attendre encore 2 ans avant d'être enrôlé, puisqu'il y a l'équivalent de 300 dossiers qui attendent. Si nous n'avons pas le courage de dire exactement ce qu'il en est, nous ne trouverons pas de solution. Depuis 5 ans, les magistrats plaident en faveur d'une correctionnalisation du trafic de drogue, mais les praticiens du droit peinent toujours à avoir gain de cause. Le seul argument qui nous est opposé, il est d'ordre sentimental, c'est dire qu'il ne faut pas donner un coup de poignard à l'initiateur de cette loi. Et pourtant, l'initiateur de cette loi n'a fait que modifier une loi. Le président de la Cour a aussi invité les juges d'instruction à assister davantage les parties civiles quant aux procédures à entreprendre. Parce que vous savez que la majeure partie de nos concitoyens ne sont pas au fait des procédures à entreprendre en matière judiciaire. Et il serait bon que les parquetiers ou les juges d'instruction relaient l'information. Parmi les accusés, seule une personne a manqué à l'appel. Pendant des jours, les 29 accusés vont constituer l'attraction à la salle 4 de la Cour d'appel de Dakar.
25 mars 2012, 25 mars 2013, un an donc jour pour jour que Macky Sall accédait au pouvoir. Mais pour y arriver à cette apothéose, l'enfant du Sine a dû faire face aux rigueurs du champ politique sur fond d'une stratégie politique originale. Des berges du Sine à l'avenue Léopold Sédar Senghor, c'est un sujet signé Ousmane Gari Faye. Le 25 mars 2012, Macky Sall devient 4e président de la République du Sénégal. Avec plus de 65% des suffrages, il devient le président le mieux élu depuis 1960. Un sacré record pour ce sprinter de la politique, le Usain Bolt de la dernière présidentielle. Au starting block, il avait déjà laissé en rade le peloton avant de déposer définitivement son challenger ultime un certain 25 mars 2012. Voici l'aboutissement d'un processus qui aura duré 4 ans. En 2007, quand les portes de l'hémicycle se referment définitivement derrière lui, l'enfant du Sine se savait investi d'un destin présidentiel. Il y a eu une aspiration au niveau des populations et de la jeunesse, qui est la majorité de la population, à un renouvellement du leadership politique. Et cela correspondait donc au profil de Macky Sall. Et cela s'est montré au moment où il y a eu une crise préélectorale. Il a eu une autre démarche alternative qui a consisté à aller vers les masses et à ne pas seulement faire confiance aux appareils politiques, même s'il en avait un. Ainsi a-t-il saisi au rebond la balle de la rupture. Très vite, il développe sa propre pédagogie de la proximité, ce qui va le conduire dans les 4 coins du monde au contact des citoyens sénégalais. Il y a aussi qu'il était quelqu'un qui a été victime d'une sorte d'injustice au plan politique, et cela a attiré sur lui beaucoup plus de sympathie et de confiance. Il a très rapidement porté l'esprit de réforme. Mais pour gagner la confiance des masses populaires et capitaliser les acquis, il s'appuie sur des leviers importants jusque-là inconnus du terrain politique. Il a un leadership qui s'est construit sur la base de la confiance qu'il a créée autour de lui, autour d'un ensemble de cadres qui n'étaient pas nécessairement de son parti au départ, autour de citoyens qui n'étaient pas nécessairement partisans, mais qui cherchaient effectivement un profil pour le changement. Et il a assumé justement la nécessité d'aller patiemment vers les masses, à l'intérieur et à l'extérieur du Sénégal, pour gagner leur confiance. Parmi ces pièces maîtresses qui auront été déterminantes dans sa marche vers l'avenir Roum, nous avons entre autres Ali Ngouille Ndiaye dans le Jolof, le richissime homme d'affaires Harouna Dia pour le Fouta, Sangoné Sall dans le Diambour, Abdoulaye Salissal pour la diaspora. Une démarche politique tout aussi originale que le caractère intrinsèque de l'homme. Par ici, plusieurs facteurs ont contribué à son ascension fulgurante. Un esprit méthodique et résolu, si vous voulez, je l'avais noté même, agrémenté un peu d'une discrétion, d'une grande discrétion, d'une sobriété qui avait même pu le faire passer quelque part pour un introverti. D'accord? Ce qui est loin d'être le cas. D'accord? Et je pense que c'est ce qui a permis à la fois à l'ancien président de faire appel à lui, mais c'est aussi ce qui a fait qu'ils n'ont pas veillé à la personnalité véritable de ce monsieur, qui a su donc tracer son bonhomme de chemin. De 2000 à 2012, l'histoire l'a rangé dans le registre des symboles de la République. Directeur de société publique, ministre, premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, chef de l'État du Sénégal, l'ascenseur sociopolitique est à la limite de la perfection. Ce 25 mars 2013, il boucle 1 an d'exercice du pouvoir. Siège de l'APR, Hôtel Radisson de Lyon, qui ont aussi marqué le 25 mars 2012. Un an après, autant de souvenirs se bousculent dans les têtes. Notre reporter René Léon Fonseca a fait un tour reportage. 25 mars 2012, 21h. Les premiers résultats du second tour de la présidentielle sont en faveur de Macky Sall. Les premiers rassemblements se forment alors, d'abord ici, au siège de l'APR, une marée humaine, un monde de fou, de joie. Modungom se souvient encore de ces moments. Il est menuisier. Ce jour-là, il était là, juste à côté. Au même moment, Macky Sall se retranche à l'hôtel Radisson. C'est ici qu'il livrera ses premières impressions, sa première conférence de presse, ses premières images, immortalisées par son photographe, Ousmane Ndiaye. Lui aussi ne l'a pas lâché d'une semelle. Le soir du 25 mars, j'ai vraiment pris beaucoup d'images. J'ai pris des images avant le discours, avant la conférence de presse qu'on a organisée, tout ça et comme ça. J'ai vu un président serein,
confiant. Je savais aussi qu'il allait gagner. Tout comme Ousmane, Abdoulaziz Mbaye était aux côtés de Macky Sall ce soir-là. Il s'en souvient comme si c'était hier. Il a été là, c'est vrai, avec ses amis, avec les militants, avec les partenaires, avec la coalition, avec ses alliés politiques. Et nous avons tous ensemble suivi l'évolution des résultats, surveillé le vote. Et il a été pendant tout ce temps très zen. Il n'a pas fait dans l'excès, il a été comme à son habitude très calme. Un an après, que de souvenirs. 4 ans seulement après la création de son parti, Macky Sall accède à la magistrature suprême. Le président Macky Sall est un homme exceptionnel. C'est l'avis de son premier ministre Abdoul Mbaye qui présidait cet après-midi une table ronde sur la gouvernance initiée par Macky Sall depuis mars 2012. Cette rencontre initiée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s'inscrit dans le cadre d'une justice sociale. Pour l'an 1 du président Macky Sall, le gouvernement apprécie le bilan. Je vous propose d'écouter le premier ministre Abdoul Mbaye, le ministre de la Justice Aminata Touré et le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté. Ils sont tous au micro de Louise Bidza. Il a déjà pris un acte important. Il a décidé de lui-même de réduire son mandat de 7 à 5 ans. On n'insiste pas, on ne met pas suffisamment en valeur ce geste, mais il est totalement exceptionnel. Non seulement dans un environnement africain où la tendance générale est de s'accrocher au pouvoir et on modifie la Constitution pour augmenter le nombre de mandats ou les rallonger, il a lui choisi de réduire son mandat et ce n'est pas la moindre des ruptures. Mais on a eu également à le dire, une bonne démocratie, une belle démocratie ne suffit pas. Il faut aussi une bonne gouvernance et c'est pourquoi le ministre de la Justice a rappelé, je la cite, la lutte contre l'impunité, contre les biens mal acquis, doit constituer les bases de notre développement. Fin de citation. Les ressources, nos ressources, sont rares et limitées. Elles imposent donc une gestion rigoureuse, la reddition des comptes, la sanction sévère de tout détournement. Et cela vaut pour ce qui s'est passé hier, mais cela vaudra également pour demain. Et c'est à ce prix seulement qu'on peut nourrir l'espoir d'une efficacité de la dépense publique. Monsieur Mbodj a attiré notre attention sur la nécessité d'accroître la capacité du citoyen, quelle que fût la qualité de la démocratie et des textes fondamentaux qui la soutiennent, la nécessité d'accroître la capacité de notre citoyen à apprécier et à juger ses gouvernants. Je voudrais à ce titre donner un exemple que je cite souvent. Le Sénégalais doit cesser de louer celui qui lui a donné de l'argent, qui de Fatabé. Il doit s'interroger sur l'origine de l'argent qu'on lui donne et qui est parfois le sien, parce que c'est de l'argent public. Et évidemment, je rebondis sur la proposition faite consistant à transformer la société civile comme auditeur de bonne gouvernance. Le président Macky Sall a inscrit dans son programme de campagne une affirmation qui avait valeur de credo. Je cite: « Le chemin du développement passe par la mise en place d'un dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité. » Fin de citation. Ceci est la réponse non équivoque aux années de gabegie, de corruption et de mauvaise gestion des deniers publics. L'ONG Transparency International, dans son rapport de 2012, place le Sénégal dans une position inconfortable en matière de lutte contre la corruption. En effet, il est noté que le Sénégal occupe la 16e place en Afrique, c'est-à-dire 15 pays africains ont une gestion plus vertueuse, et la 94e place dans le monde. C'est vous dire, mesdames, messieurs, que la question de l'impunité, de la lutte contre la corruption n'a absolument rien d'une vendetta contre des adversaires politiques tels qu'on a voulu la présenter. Et je m'attacherai à vous démontrer pourquoi il est important pour le Sénégal de mener des actions de lutte contre les crimes économiques et la corruption.
Mesdames, Messieurs, en l'absence de mesures efficaces, la corruption compromet notamment nos efforts de développement car elle réduit considérablement les ressources disponibles pour la lutte contre la pauvreté. Ces multiples effets, gaspillage des ressources financières qui sont déjà limitées, baisse de la croissance, augmentation des coûts de transaction, la baisse de la qualité des prestations des secteurs publics et privés et évidemment la création d'un environnement d'insécurité économique. Tout cela peuvent mettre en cause la situation socio-économique et politique de notre pays. La première année, vous avez noté vous-même qu'en termes de gouvernance, surtout de bonne gouvernance, des mesures hardies ont été prises par le président de la République. J'en veux pour preuve la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, le vote du Code de transparence, la création de l'OFNAC par une loi, qui est un organisme de lutte contre la fraude et la corruption, la création d'un ministère de bonne gouvernance, pour la promotion de la bonne gouvernance. Autrement dit, le président de la République a compris que si notre pays est sous-développé, si en Afrique les pays sont sous-développés, c'est dû essentiellement à la malgouvernance. Ce n'est pas la conséquence de sécheresse, ce n'est pas la conséquence de détérioration en termes de l'essence. C'est que c'est la malgouvernance, c'est-à-dire les élites politiques et administratives se sont accaparées des ressources du pays et les ont pillées. Le président Macky Sall sait que la voie du salut du Sénégal passe nécessairement par le redressement en matière de bonne gouvernance pour que quand même le peu de ressources dont dispose le pays, ça puisse être profitable aux Sénégalais et aux Sénégalais exclusivement. Portrait d'une démocratie africaine, c'est une chronique de la campagne du président de la République Macky Sall que nous vous proposerons après ce journal dans un film de Laurent Savario. Ce film dresse le portrait d'une démocratie efficace et d'un peuple mature qui ont permis l'alternance politique dans le calme et par la seule voie des urnes. Voici un extrait de ce film. Proclame Macky Sall élu président de la République du Sénégal. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Macky Sall 85, Idrissa Seck 12, Abdoulaye Wade 51 voix, Mor Dieng 0. Ah, ça se fondu, non? C'est à la tête d'une nouvelle coalition que Macky Sall attaque sa campagne du deuxième tour. Fait inédit au Sénégal, tous les candidats de l'opposition sont rassemblés derrière lui. Le candidat va finir sa campagne dans la banlieue de Dakar. Il fait le plein lors de ses derniers meetings, où des dizaines de milliers d'habitants viennent le voir, malgré une tension toujours présente. Il est temps que la campagne se termine. Des images inédites que vous pourrez voir après ce journal. Donc, après ce journal, vous pourrez suivre deux films retraçant les temps forts d'un certain 25 mars 2012 au Sénégal qui a vu l'élection à la tête du pays du président Macky Sall. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la célébration de Macky a été marquée par la perte d'une grande figure au Sénégal. El Hadj Bassirou Diagne Momar Diop, décédé ce matin. La classe politique sénégalaise, la classe religieuse sénégalaise, tous se sont rendus à la zone B, la maison mortière qui a refusé de monde. C'est pour faire des témoignages sur la dimension sociale de l'homme qui était aussi un médiateur politique et social à Basso. Ce 25 mars, au moment où le Sénégal se souvient du Khalife Ababakar Sy et rappelé à Dieu un de ses illustres fils est talibé, une coïncidence qui n'est pas fortuite selon les témoignages. Il était très lié à Khalifa Ababakar Sy. C'est un homme qui savait servir son peuple et sa communauté, les Lébou. C'est aussi un homme de Dieu. Je suis resté dernièrement avec lui pour parler de religion. Et vous savez, ce n'est pas un hasard. Son rappel à Dieu a coïncidé avec la célébration du rappel à Dieu
de son marabout Khalifa Ababacar Sy. Ce que je peux dire de lui, qui est très frappant, c'est qu'il vouait un sacerdoce au lien de parenté. De Dakar à Dialao, la frontière, pour ne pas parler de Saly. De Dakar à Mbidjan jusqu'à Taïwan. Grand Serigne a réuni tout le monde. Il n'y a pas un seul village de la presqu'île du Cap-Vert qui n'avait pas fait preuve d'allégeance, était toujours avec Grand Serigne et Grand Serigne dans son